espèce originaire du nord-ouest de l'Argentine. Elle est de la famille des cactacées et classée dans la tribu des Cereae. Elle couvre une zone très vaste et se présente sous diverses formes, ce qui a donné de nombreuses variations et appellations. Et les images que Christophe nous a ramenées présentent cette espèce sur site en touffe très compacte. Dans les années 1960, je recevais une bouture de cette espèce qui se présentait chez moi avec très peu de rejets et atteignait au bout de 40 ans de culture 60 cm de hauteur. Et les boutons de fleurs apparaissent toujours au sommet des plantes. Et il en est de même sur site, les boutons de fleurs apparaissent au sommet des plantes, ce qui est un critère du genre Trichocereus, comme ce Trichocereus candicam, alors que pour les Echinopsis, le critère en est que les boutons de fleurs apparaissent sur les flancs des plantes. Que ce soit pour tout l'ensemble des Echinopsis hybrides ou espèces types comme celui-ci, Echinopsis uoti, dont la plante ressemble étrangement au Trichocereus candicam par sa spination et sa floraison, mais elle est bien plus petite en diamètre et en hauteur, où elle a jamais dépassé les 20 cm de hauteur sur 6 à 7 cm de diamètre. Et je reviens sur le Trichocereus candicam avec de vieilles photos argentiques, dont les couleurs des fleurs et des plantes sont peu fidèles, car ces photos de Trichocereus candicam sont vieilles de plus de 40 ans. Elles sont extraites de diapositives, ce qui a changé les couleurs, et elles nous montrent que pendant ces longues années, les boutons de fleurs sont toujours apparus au sommet. Et on commence à comprendre pourquoi cette plante est parfois classée parmi les Echinopsis. Car actuellement, les critères retenus pour la classification sont les graines et les fleurs. Et à part les dimensions du Trichocereus candicam, celle-ci est très grande et ressemble étrangement aux fleurs d'Echinopsis. Et malgré cela, j'ai toujours classé cette espèce dans les Trichocereus. Et depuis les années 1960, j'ai toujours le même pied. Et une année, la fleur était différente. C'était pourtant le même pied. Cette année-là, il faisait très chaud et le sommet de la plante s'approchait de la toiture de la serre. Et la floraison n'avait rien à voir avec les floraisons de l'année précédente, pourtant sur le même pied. Fleurs très grandes, élégantes, aux sépales et aux pétales retournés, qui sont plus nombreuses et plus larges. D'une blancheur immaculée, et cette floraison s'est répétée les années suivantes. Elle n'a développé qu'une fleur par an, et chaque année il y avait un fruit, très gros, très poilu, avec des écailles prononcées. Et ils ont atteint une belle dimension de 3 à 4 cm de diamètre. Et quand ils ont été mûrs, ils ont pris une couleur jaune pâle et ils ont éclaté, ce qui permet de livrer les graines à la nature. Et je suppose que sur site, les oiseaux ne doivent pas se priver de ces graines. Ces fruits, même mûrs, restent accrochés à la plante et ils ne tombent que quand l'enveloppe extérieure est sèche. Les graines sont très nombreuses quand j'interviens avec un pinceau, mais suivant les années, les graines devenaient plus rares pour chaque fruit quand je n'intervenais pas, ce qui nous indique que ces fleurs sont autofécondes et que chacune d'elles donne de superbes fruits. Au sujet de cette espèce, il y a peu de documentation concernant sa résistance au froid dans nos régions. Et avec un rejet, je tentais l'expérience
de laisser dehors pendant l'hiver un grand rejet de cette espèce. Et dès que le thermomètre était descendu à moins 10 degrés, la base éclatait puis pourrissait. Ce qui nous indique qu'elle ne peut pas être cultivée à l'extérieur chez nous. Et c'est bien dommage.